La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Mardi, 13h31. Un jambon beurre, un pâté de foie, 2 thons mayonnaise, un kebab et une salade de crudité. Benjamin du groupe, qui l'a intégré depuis 6 mois, le goff était toujours désigné pour passer commande auprès de ses collègues et aller chercher les sandwichs lorsqu'il n'avait pas le temps de déjeuner au restaurant. Mais il était de bonne volonté, le jeune. Tant qu'il apprenait, il en redemandait. Et avec Hamelin, il apprenait beaucoup, en particulier lors des interrogatoires. C'est comme ça qu'Hamelin tenait son groupe. Il était exaspérant avec ses corrections de syntaxe, mais c'était le flic le plus intuitif du 36. Le goff distribua à chacun sa commande et posa une fesse sur le radiateur. Ce qu'Hamelin appelait la place du cancre. Pendant quelques minutes ne résonna que la mécanique régulière des mandibules. « Bon, » lâcha Hamelin. « Vous savez que le divisionnaire nous octroie un délai très court pour obtenir des résultats. » « Pourquoi ça, Sanquileroux ? » ?»« Les voies du Seigneur sont impénétrables. On va faire avec, mais ça va nous obliger à prendre des raccourcis. En l'occurrence, voilà comment les choses se présentent. On a un cadavre et un témoin qui dit avoir suivi une femme du lieu du crime au domicile de la victime. De 2 choses l'une. Ou notre témoin ment, auquel cas il est le meurtrier ou protège le meurtrier, ou alors il dit la vérité, et l'une des 4 femmes a tué Schaeffer. Ou bien encore, ajoute Séverin, Ageil et la femme sont arrivés après le départ du meurtrier, et aucun des 2 n'a rien à se reprocher. L'inconnu arrive, trouve un cadavre et va dîner tranquillement en oubliant de nous le signaler. J'ai un peu de mal à imaginer la scène, dit le goff. Faute de temps, on va devoir choisir l'une de ces 2 hypothèses de travail, et se focaliser dessus. Martens, demanda Hamelin, c'est toi qui as passé le plus de temps avec l'avorton indien. Qu'est-ce que tu en dis ? Elle releva le nez de sa salade. J'ai interrogé les autres employés du restaurant, épluché ses relevés de compte et téléphoniques, vérifié ses antécédents. A priori, il n'avait pas de raison de tuer Schaeffer. Par ailleurs, son histoire de filature tient la route. Il dit être passé rue Paul Cézanne. L'un des serveurs du restaurant, le Café Hortense, qui fumait une cigarette en attendant de prendre son service, a vu passer quelqu'un qui correspond au signalement d'Ageil. Quelqu'un qui portait comme lui un sweatshirt de couleur rouge sous une veste de cuir. Ton serveur, il n'aurait pas vu passer la femme que suivait l'Indien ? Malheureusement, il venait seulement de sortir de l'établissement. Continue. Par le passe Navigo d'Ageil, on sait qu'il a bien pris le métro à la station Villiers à 19h05. Évidemment, il aurait pu aller jusqu'au domicile des Schaeffer, mais avoir inventé l'inconnu de toutes pièces. Bon, avec une femme trompée et une autre dont le fils devait une forte somme d'argent à la victime, on va partir du postulat qu'Anish dit la vérité et se concentrer sur les 4 femmes. Quitte à reconsidérer la question si on se trouve dans une impasse. Alors, Martens, qu'est-ce qu'il raconte, notre témoin vedette ? On a reconstitué sur une carte son trajet entre le resto et le domicile des Schaeffer. La femme a fait beaucoup de détours. Pour ce qui est de l'identification, par contre, on va nulle part. Il n'a reconnu ni Montivali, ni Schaeffer. Il faut dire qu'entre la pluie et la capuche, ce n'était pas évident. Il n'a vu que son dos, après tout, et comme elle portait la même parka... Hamelin ne fit pas de commentaires. Le hasard leur en voulait. Outre une parka identique, les 4 femmes portaient toutes un pantalon sombre la veille. Un jean noir pour Denise Schaeffer et Clémence Le Rouge, un pantalon de soie gris foncé pour Clara Montivali et un tailleur ébène pour Maud Hermann. Il se souvient des chaussures ? Hamelin se raccrochait encore à l'espoir d'éliminer de la liste Le Rouge, qui était en tennis. Non, il n'a pas fait attention. Autre chose ? Le sénéchal nous a faxé la photo de vidéosurveillance de la jeune fille. Voyons ça. Martens déroula le parchemin qui contenait 2 clichés identiques. Elle plia la feuille au centre, sépara les 2 moitiés et en remit une à Hamelin. Très jeune et très jolie, en effet, commenta-t-il. Leroux, Le Goff, Séverin, les autres employés du restaurant ? Rien à signaler de ce côté-là, annonça Séverin. Schaeffer était exigeant, mais réglo. Qu'est-ce que tu appelles réglo ? Séverin avala une nouvelle bouchée de son kebab, qu'il mâcha en cherchant ses mots, les sourcils inclinés en signe de concentration. Pas du genre à abuser sur les horaires sans compensation. Il lui est arrivé de prendre le parti d'un serveur contre un client. Il payait bien. Et pas fier non plus. Il faisait parfois la petite main. Ouvrir les huîtres, servir en salle, nettoyer les tables, ce genre de choses. Pas d'histoire avec les serveuses ?
Pas qu'on sache, mais j'ai l'impression que ça n'aurait pas posé de problème. Homme infidèle, patron modèle, énonça Hamelin. Le Goff, répète-leur ce que tu m'as raconté tout à l'heure au téléphone. L'une des serveuses, Emmanuelle Rive, a décroché le téléphone du restaurant un soir de décembre, juste avant l'ouverture. Elle est tombée sur un type avec un accent genre pays de l'Est, qui demandait à parler à Schaeffer, lequel n'a pas eu l'air ravi de lui parler. Elle a aperçu quelque chose d'utile, juste qu'il disait de ne pas l'appeler au restaurant et le rappellerait à la fermeture. Autre chose? Séverin hésita et finit par se lancer. Cette serveuse, justement. Oui. Ça faisait à peine 2 mois qu'elle bossait pour Schaeffer. Où veux-tu en venir? Elle avait pleuré. Je trouve ça bizarre de pleurer sur la mort d'un patron, a fortiori quand on ne le connaît que depuis quelques semaines. T'es vraiment pas sentimental, Séverin, s'amusa Hamelin. Alors comme ça, si je cassais ma pipe, tu ne verserais même pas une petite larme. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, commandant. Si jamais... D'une paume magnanime, Abel interrompit les protestations de son subordonné. Peut-être que Schaeffer n'était pas la cause de ses larmes, hasarda-t-il. Si ça se trouve, elle s'était engueulée avec son mec, son poisson rouge s'était noyé ou son candidat préféré de Koh-Lanta avait été éliminé. En attendant, précisa Séverin, elle a posé un max de questions sur l'enquête. Elle voulait savoir si on avait des pistes, des témoins, ce genre de choses. Elle est jolie, ton Emmanuelle? Bof, pas plus que ça. On la garde sous le coude. Hamelin se renversa dans son fauteuil. On a eu des fadettes? Elles viennent d'arriver. Leroux brandit une liasse de factures téléphoniques. Tu m'étudies ça de près. Potentiels petites amies, concurrents vindicatifs, mafia russe, appel des 4 suspects, tout m'intéresse. Tant que j'y pense, tu vérifies aussi que le numéro de notre jeune serveuse n'y figure pas de façon excessive. Qu'est-ce que vous appelez excessive? Si Schaeffer l'a contactée une paire de fois à l'ouverture du restaurant pour s'inquiéter d'un retard, aucun intérêt. En revanche, si elle lui a téléphoné 18 fois au cours des 2 dernières semaines, on aura des questions à lui poser. Mafia russe? Demanda Thibault. C'est juste une idée, mais Schaeffer voulait ouvrir un restaurant dans le Vieux-Nice. Tu penses à une tentative de racket? On ne sait jamais. Le rapport de l'identité? Aubin l'a promis pour ce soir, demain matin au plus tard. Et la perquise au domicile des Schaeffer? Pas grand résultat, a priori. Simon et Morel sont sur l'ordinateur du couple. De mon côté, avec Delatraz et Le Goff, j'ai interrogé 2 des 4 femmes. Thibault, je te laisse poursuivre. Le Savoyard déposa sur la coudoir le quignon de son jambon beurre et s'éclaircit la voix. On a vu en effet Clara Montivali. Schaeffer avait prêté une forte somme d'argent, les fameux 400 000 €, à son fils, Rodrigue Balto. Ce qui nous fait un suspect de plus, commenta Martens. Rodrigue Balto n'était pas présent au dîner d'hier soir que je sache. Et puis, je veux bien que l'acuité visuelle de ton cuistot ait été gênée par la pluie, mais de là à prendre un gars pour une fille, c'est qu'il avait mouillé la meule. L'objection de Thibault était chargée d'agressivité. Ce matin, alors qu'elle était encore au lit et qu'il préparait le petit déjeuner, le portable de Martens avait vibré, trahissant un appel entrant d'un certain Thomas. Plus tard, il lui avait demandé de qui il s'agissait. Elle avait haussé les épaules. C'était un mec, voilà tout. Il n'y avait pas grand-chose de plus à en dire. Devant son air ahuri, elle avait ajouté qu'elle ne conservait aucun souvenir d'avoir jamais mentionné que leur liaison s'inscrivait dans le cadre de relations exclusives. Il avait senti en lui monter de la fureur. Les colères de Thibault Delatraz étaient aussi rares qu'intenses. Oubliant le mal de dos qui opérait un retour en force, nu comme un ver, il l'avait attrapé par le coude et jeté sur le palier. « Aucun mafieux russe n'était là non plus, sauf erreur de ma part, » rétorqua Martens. « Et on va quand même creuser la question. » Continue, Thibault. Elle ne semblait pas porter une très grande estime à Schaeffer. Thibault résuma en quelques mots l'entrevue avec Clara. Hamelin se demanda s'il trouverait ce soir le rapport de Garance dans sa boîte aux lettres. Il fit signe aux membres de son équipe de se remettre au travail. D'une oreille distraite, il les entendit regagner leur bureau. Leroux se justifiait d'avoir mis à profit l'intervention de Delatraz pour lui finir son quignon de jambon beurre. Le Goff et Martens commentaient les méthodes d'intimidation de la mafia russe. Hamelin se plongea dans l'examen de la photo que lui avait remise Martens en début de réunion, celle que David, du Sénéchal, leur avait fait parvenir par fax. L'enquête, rien que l'enquête. Mardi, 14h30. Clémence se laisse tomber sur la chaise. À l'inverse de Clara, elle n'évite pas le regard des cadavres en photo. Elle prend même le temps de les observer de près, fascinée.
Une première pour Hamelin en 20 ans de carrière. Dans 5 minutes, elle va lui demander des photocopies. Elle porte la même parka que la veille, passée sur un jean plein de taches de peinture et un pull camionneur. Si elle est ébranlée par la minute de silence d'Hamelin et de Latraz, elle n'en montre rien. Son attention reste acquise au cliché des victimes. « Vous êtes attiré par la violence ?» lui demande Hamelin. « Elle fait partie de la vie, qu'est-ce qu'on y peut ?» Le regard reste fixé au mur. Elle ajoute. « Ce n'est pas vous qui me direz le contraire, j'imagine. » « En effet, » admet Hamelin, « la violence est une composante de notre univers. Comme du vôtre, on dirait. »« Vous êtes familier de mon œuvre ?»« On est allé jeter un coup d'œil sur votre site. Je ne suis pas ce que l'on appelle un connaisseur, mais j'ai trouvé ça... spécial. » Les yeux de Clémence se posent au plafond. « Eh bien, l'association du monde de l'enfance à cette ultra-violence, continue Hamelin, je ne suis pas certain d'aimer. » Elle répète. « Spécial. » Le mot est lâché. Ses doigts ont mimé des guillemets, comme si, confrontée en permanence à cette appréciation, elle était immunisée contre l'adjectif. Croyez-moi, j'en ai rien à battre de l'opinion artistique d'un fonctionnaire de police mal embouché. Comment qualifiez-vous la vôtre d'enfance, Madame Le Rouge ? Je vous pose la question parce que ces enfants rayés d'une croix noire ou décapités, ça doit bien vous venir de quelque part, non ? Je rêve. Bonjour la psychologie de prise unique. Mon enfance a été tout ce qu'il y a de plus heureuse. Merci beaucoup. Vous devriez laisser aux artistes leur part d'imaginaire et vous concentrer sur votre enquête. Soit. Venons-en à Edward Schaeffer. Quel type d'homme était-il ? Une ordure. Elle sait de toute évidence délecter du mot et leur oppose un regard de défi avant d'écarter les mains en signe d'impuissance. Il ne fallait pas lui poser la question, voilà tout. Hamelin se retint de sourire. L'entrevue promet d'être divertissante. Merci pour votre franchise. Vous n'auriez pas tardé à le savoir de toute façon. Qu'est-ce que vous appelez une ordure ? Un homme qui trompe sa femme ? Qui la frappe ? Qui gruge le fisc ? Un marchand de sommeil ? C'est nouveau, ça. Entuber le fisc fait de vous une ordure ? Vous me faites marrer. Pour le reste, il n'était pas pour autant que je sache du genre à tabasser sa femme, ni à louer des taudis à des sans-papiers. Ce qui nous laisse l'infidélité. Laissez-moi deviner. Vous êtes sorti major de l'école de police ? Comment le saviez-vous qu'il était infidèle ? Il vous a fait des avances ? Je n'étais pas son style et vice-versa. Alors ? Clémence hausse les épaules. Ça crevait les yeux. Un beau mec comme lui, avec un tempérament de charmeur et la moralité d'un joueur de bonne taux. Bordel. 2 et 2, ça fait pas 5 en général. C'est donc seulement une intuition. Nouvel haussement d'épaule. Madame Le Rouge, je vais vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous reconnaissez la jeune fille sur la photo ? Méfiante, Clémence regarde de Latraz sortir du dossier le cliché en noir et blanc du sénéchal et opère d'instinct un mouvement de retrait. Elle a le temps de voir un homme penché sur un comptoir, remplir un formulaire. Édouard tourne le dos à la caméra, mais elle n'a pas de mal à l'identifier, de même que la silhouette derrière lui, visible de 3/4. Le teint de Clémence se fait crayeux. « Alors, vous la reconnaissez ?» Comme Clara un peu plus tôt, elle n'a aucun moyen de nier l'évidence. « C'est ma fille, Manon. Vous saviez ?» Ils peuvent se passer de réponses verbales. Les pieds sur le bord de la chaise, Clémence s'est fait un rempart de ses genoux. Depuis combien de temps ? Comment aurait-elle pu oublier ? C'était arrivé la nuit du gros orage. Éveillée par la fureur de la pluie, elle avait pris une couverture dans l'armoire et s'était recouchée. Elle n'aimait pas savoir les jumelles dehors par un temps pareil. Peut-être était-elle déjà rentrée. Elle avait été la première surprise qu'elles acceptent de l'accompagner à Pertuis. Elles étaient l'une et l'autre de plus en plus sollicitées pour parcourir l'Europe avec des copains ou se poser dans une villa en Corse. Ida ne lui avait pas fait de confidence, mais Clémence soupçonnait depuis quelques semaines qu'elle fréquentait quelqu'un. Quand une fille de 17 ans passe le plus clair de son temps au téléphone, c'est rarement avec le proviseur de son lycée. Ida était venue, mais n'avait pas décollé son smartphone de son pavillon auriculaire. La relation fusionnelle entre ces filles s'était distendue au fil du temps. Enfant, elles avaient leur monde à elles, leur langage. Même Rudy n'avait eu qu'un accès limité à ces contrées. À l'adolescence, elles avaient aspiré à une vie indépendante de celle de l'autre et cessé d'être des jumelles pour devenir des sœurs. Elles n'avaient plus fréquenté les mêmes cercles d'amis et avaient pratiqué des loisirs différents. Même sur le plan physique, elles avaient divergé de plus en plus. Jumelles dizygotes,
Manon et Ida n'avaient jamais présenté de ressemblance spectaculaire. Mais avant, elles faisaient leur possible pour l'accentuer. Coupe de cheveux identiques, vêtements similaires, monture de lunettes de même couleur. Plus tard, au contraire, elles avaient mis en exergue leurs différences. Si Ida avait réservé à son téléphone la majeure partie de sa communication verbale, sa sœur, elle, n'avait pas desserré les mâchoires de toute la quinzaine. Rien de récent. Depuis le printemps, Manon alternait jours d'euphorie et périodes de profond abattement. L'après-midi, Clémence avait regardé l'adolescente, allongée sur un transat. Ce n'en était plus une, malgré ses 17 ans. Disparu l'appareil dentaire, envolé l'acné juvénile. Il ne restait qu'une très jolie jeune femme, aux formes pleines et au visage fin. Un rayon de soleil se perdait dans ses cheveux soyeux, et même l'âme boudeuse esquissée par ses lèvres charnues incitait le regard à s'attarder. Agacée par celui de sa mère, elle avait poussé un profond soupir. Clémence s'était replongée dans son roman. Manon avait les yeux de Rudy, émeraude et félin. Ida avait pris davantage du côté Cortèse. Quelques heures plus tard, allongée dans son lit, Clémence avait donné libre cours à ses larmes. Elle se sentait prise au piège. Rudy lui avait laissé en héritage un rôle de mère qu'elle avait assumé tant bien que mal, sans réussir à établir une véritable connexion avec ses enfants. Elle s'était consolée de son mieux. L'absence de lien affectif fort la dispenserait du stress inutile qui accable les mères à la moindre incertitude. Elle avait fini par comprendre. Quelque faible que soit l'instinct maternel, à la seconde où un test de grossesse affichait 2 traits parallèles, c'était foutu. L'angoisse d'une mère pour ses enfants ne diminuait pas, au contraire. On voudrait pouvoir les préserver dans une bulle capitonnée, les protéger du racket, de la drogue, des accidents de la route ou des maladies. On voudrait immortaliser le beau sourire qui illumine leur visage le matin de Noël. Mais on s'en sait incapable, et cette frustration ronge les mères de l'intérieur. Toutes les mères, même elle. Sauf qu'elle n'avait jamais eu grand-chose en retour. Clémence s'était assise sur son lit. Et si les jumelles avaient eu un accident de voiture? Sous cette pluie, on pouvait tout imaginer. Incapable de dormir, elle décida de jeter un coup d'œil dans leur chambre. Elle avait passé un pull et s'était glissée hors de la sienne. Elle avait sans succès actionné l'interrupteur. Elle s'était dirigée à tâtons et avait ouvert la porte au moment où un éclair zébrait la nuit. Enfant, Ida disait que c'était Zorro qui signait le ciel. La pièce était vide. Les lits n'avaient pas été défaits. Elle était descendue au rez-de-chaussée. La lampe frontale qu'elle avait laissée dans le compotier du vestibule après être allée à la cave en fin d'après-midi ne s'y trouvait plus. Elle s'était rabattue sur un briquet et s'était dirigée vers la cuisine. La cuisinière fonctionnait au gaz. Elle avait pu se préparer un thé. Elle avait emporté le mug fumant avec elle dans la salle de séjour et s'était avachie dans le grand fauteuil en cuir, face à la baie vitrée. En d'autres circonstances, elle aurait sans doute été sensible à la violence de l'orage. Pelotonnée dans le cuir rembourré, elle avait commencé à guetter. Elle ne pensait pas s'endormir sans avoir perçu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre sur des rires, de vêtements que l'on ébroue avant de les suspendre, de pas dirigés vers la salle de bain du rez-de-chaussée pour trouver des serviettes. Elle avait sombré dans un profond sommeil en moins de 2 minutes. La voix qui l'avait éveillée n'avait pas la sonorité joviale anticipée. C'était une voix de conspirateur, une voix d'amant, celle d'Édouard. Et ses propos n'avaient rien d'anodin. « Tu m'as épuisé. » Un chuchotement, mais Clémence avait distinctement perçu les mots. Il ne s'adressait pas à Denise. Mal à l'aise, elle avait été partagée entre l'envie de se ratatiner dans sa cachette et celle de signaler sa présence. Vu la position du fauteuil, elle n'était pas visible de l'entrée de la pièce. Elle pensait qu'il parlait au téléphone, mais un rire féminin nerveux la détrompa très vite. « Qu'est-ce que tu cherches ?» Clémence était restée immobile, paralysée par la voix de Manon. « La bouteille de poire, il en restait un fond. On va arroser ça. Pas pour moi. »« Oh, allez, tu baisses comme une femme, faut boire comme une femme. Chin !» Le tintement des verres fut suivi d'une quinte de toux de Manon et d'un éclat de rire d'Édouard. « Je t'apprendrai à boire. Tu sais, moi, ces trucs qui arrachent le palais, ça fait partie des bonnes choses de la vie, il faut savoir les apprécier, au même titre que les opéras de Wagner ou les plans à 3. T'es sérieux, là ?» Le silence qui précéda la réponse d'Édouard, autant que son manque de conviction, suffirent à l'infirmer. « Non, bien sûr. Bon, je vais me recoucher et dormir quelques heures. Tu devrais en faire autant. » Les pas s'étaient éloignés. Dans le silence restauré, Clémence s'était pris la tête entre les mains. Ce salaud, avec son bébé. La vision des mains d'Édouard sur le corps de Manon lui donnait la nausée.
Quand avait démarré cette relation sordide? Combien de temps avait-il attendu son heure, été après été? Et lorsqu'il avait jugé le fruit assez mûr, de quelle manière l'avait-il abordé? Dès le lendemain matin, elle rentrerait à Paris, avec ses filles. Elle inventerait un prétexte, la visite d'un nouvel atelier, un message urgent de sa galeriste. Peu importait que ses amis y croient ou non. Elle devait mettre le plus de distance possible entre Manon et ce monstre. Elle n'avait pas le choix. Et ensuite, à Paris, j'ai eu avec ma fille une explication sanglante. Putain, elle m'a reproché de ces trucs. J'ai tout essayé pour faire jurer à Manon qu'elle ne verrait plus cet enfoiré de salopard, y compris la perspective d'un déménagement en Australie. Elle m'a répondu que je pouvais bien la cloîtrer jusqu'à sa majorité. Rien ne pourrait les séparer. Ce genre de conneries, chabadabadesque. Il n'y a que quand j'ai menacé de porter plainte contre lui pour détournement de mineur qu'elle a accepté de ne plus le revoir. Quand tombe son anniversaire? Le 12 février. C'est très bientôt, ça. Elle les considère l'un après l'autre. C'est ça que vous croyez? Que j'ai tué Édouard parce qu'une fois Manon majeure, je ne pourrais plus les empêcher de se voir? Mais vous croyez quoi? Qu'elle a tenu parole? Je suis pas aussi naïve. D'ailleurs, la date sur la photo, elle désigne le cliché du menton, indique qu'ils ont passé ensemble le week-end du 11 novembre. Vous l'ignoriez encore il y a une heure. C'était en Normandie, dans un relais château. La photo ne le dit pas. Comment vous avez su? Malgré la promesse de Manon, la relation a continué 3 mois après notre retour. Il l'a plaquée peu de temps après ce week-end en Normandie, sans se fendre d'une raison particulière. Il a dû s'enlacer. Elle n'a pas quitté sa chambre pendant près d'une semaine. C'est votre fille qui vous l'a dit? Non, c'est sa carte SIM. Vous aviez son code? J'avais celui de ma fille Ida, qui est beaucoup moins secrète. Manon 97. Elles ont eu toutes les deux un téléphone portable pour leur 15e anniversaire. De là à penser que les codes étaient symétriques, j'ai consulté l'historique des SMS, voilà comment j'ai su. Hamelin se frotte la barbe. À votre avis, Denis Schaeffer était au courant? Vous voulez que je lui trouve un mobile? Vous avez frappé à la mauvaise porte. Et si vous la croyez seulement capable de tuer son mari? Le véritable assassin n'a pas trop de mourons à se faire. De toute évidence, elle s'est ressaisie. Écoutez, il y a un tas de gens qui se porteront mieux à présent qu'Édouard bouffe les pissenlits par la racine. Manon était accro, et je vivais dans la trouille que leur histoire reprenne. Mais je ne l'ai pas tuée, et Denise non plus. D'ailleurs, elle ne sait pas pour Manon. Elle les a surpris cet été sans pouvoir l'identifier. Elle s'est mise en tête que c'était Maude, Clara ou moi. Le dîner d'hier soir, c'était pour faire cracher le morceau à la garce qui, d'après elle, se tapait son mari. Vous l'imaginez, monter cette mise en scène après l'avoir zigouillée? Vous savez, dit Hamelin, en matière de psychologie féminine, on aura tout vu. Il ne manquait plus que ça, commande Clémence. Quoi? Un super macho pour mener l'enquête. Madame Le Rouge, réservez à vos tableaux vos salves d'agressivité. Si vous en vendez plus, elles auront au moins servi à quelque chose. Une dernière question. À quelle heure êtes-vous arrivé au dîner de Madame Schaeffer? Entre 19h et 19h15. Et avant? Je bossais dans mon atelier, qui se trouve passage La Tuile, dans le 18e. Vous y êtes allé comment? J'ai voulu prendre le métro, mais il y avait un problème sur la ligne 2, une histoire de colis suspect. J'ai marché, du coup. Vous avez croisé quelqu'un sur le trajet? Vous vous êtes arrêté dans un commerce? Non, j'étais déjà passé chez un caviste vers midi, en prévision du soir. Mardi, 17h10. Moderman regarde, sans laisser filtrer d'émotion. Hamelin et Martens, de l'autre côté du bureau. Rien n'indique qu'elle a remarqué les photos des cadavres au mur. Hamelin la détaille de haut en bas. Clara lui a paru élégante. Clémence d'apparence ostensiblement négligée. Denise était en noir des pieds à la tête. Maude, elle, a fait le choix du professionnel classique. Un tailleur pantalon noir à rayures sous un manteau anthracite à chevrons. Des chaussures à talons de hauteur modérée. Il écrit un mot sur son bloc, une question à l'attention de Martens. De la marque, le lieutenant Griffon. Tailleur Kenzo, chaussures Clarks, parfum Gauthier. Du soigné, sans tomber dans l'ostensible, traduit Hamelin. Maude n'est pas laide à proprement parler. Un certain charme pourrait être trouvé à ses yeux verts. Malheureusement, l'impression qui reste, c'est la compacité de son corps. Une statue monolithique, comme si son tronc, sa tête et ses membres ne formaient qu'un seul bloc au mouvement solidaire. « Madame Hermann, que faites-vous dans la vie ?» Je ne crois pas que vous l'ignoriez. Le ton est amusé.
Je suis directeur de cabinet du ministre du Budget. En effet, nous le savions, je ne vous le cache pas, ça complique un peu mon enquête. Vous vous seriez passé de la dimension politique, je comprends. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Jusqu'à ce matin, je pensais que vous aviez des questions sur les Schaeffer. Et depuis, une source haut placée m'incite à penser que ma présence ici, aujourd'hui, aurait un fondement plus engagé. Hamelin ne regrette pas d'avoir joué carte sur table. Les choses ont le mérite d'être claires. Il tourne la page du dossier posé devant lui. Vous avez des enfants? Non. Je peux vous demander pourquoi? Mon mari gère la société de biotechnologie qu'il a créée. De mon côté, je suis assez prise par mes obligations professionnelles. On n'a jamais eu le temps. Que pensiez-vous d'Edouard Schaeffer? Mon Dieu! Tant que mon amie Denise en pensait du bien, je n'avais pas moi-même à avoir une opinion sur le bonhomme. Voilà ce que j'appelle une réponse de politicien. Des formations professionnelles? J'imagine que Clémence a été plus spontanée. Disons qu'Édouard ne m'inspirait pas une sympathie démesurée. Garder ses amis implique de supporter leur conjoint, vous ne croyez pas? Je tolérais donc Schaeffer, qui au demeurant pouvait se montrer sympathique. Et vos amis, Clara, Clémence et Denise, vous les connaissiez depuis longtemps? J'ai connu Denise en maternelle et Clémence au CM1. Le cyclone Clara est entré dans nos vies en début de 6e. Ce sont mes meilleures amies. Je ferais n'importe quoi pour elles. Vous iriez jusqu'à mentir? Voler? Tuer? Maud revoit l'espace d'une seconde le visage de Clara bleuir, le cou serré dans un étau de chair, un filet de bave aux commissures. Ses yeux écarquillés par l'asphyxie ne l'avaient pas hantée depuis des années. Des yeux d'agonisante. Elle secoue la tête et se compose un sourire ironique. En dehors de quelques pieux mensonges proférés dans le bureau du proviseur lorsque nous sévissions sur les bancs du lycée, j'ai manqué d'occasion de tester les limites de cette relation en conditions extrêmes. C'était une question théorique, à laquelle on ne peut répondre de façon franche que si l'on a déjà été confronté à une telle situation. Si vous pensez que Clara, Clémence ou moi aurions pu expédier Édouard ad patresse parce qu'il ne répondait pas à la définition de mari idéal, vous êtes loin du compte. Il lui était fidèle? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est dans la nature masculine. Rien de plus précis que cette intuition? Ça va sans doute vous surprendre, mais il ne me faisait pas de confidence. Et Denise? Vous la croyez capable d'avoir tué son mari? Capable? Elle considère la question les yeux mi-clos. Peut-être, dit-elle en fin de compte. Par contre, je ne lui vois aucun motif d'assassiner un type qu'elle vénérait. Même si elle le soupçonnait de la tromper avec l'une de ses meilleures amies. Maud porte son regard sur Hamelin. L'une des trois a lâché le morceau. Ce n'était pas l'intérêt de Denise d'en parler. Avec le tact qu'elle lui connaissait, Clémence avait dû envoyer les flics aux fraises, les menacer d'alerter Amnesty International en cas de passage à tabac. Clara avait sans doute souri, versé une larme. En bref, utiliser l'un ou l'autre des trucs de son arsenal destinés à liquéfier les hommes. Peu importe qui le leur a raconté. Ils savent. Elle a, en effet, mentionné cette hypothèse au dîner d'hier soir. Elle a surpris 2 personnes derrière une porte en août dernier, dont Édouard. Elle en a déduit, à tort, que l'une de nous avait eu l'indélicatesse de porter les yeux et autre chose sur son mari. Et nous l'avons rassurée à tour de rôle. Selon vous, c'était qui cette nuit-là avec Édouard? Maud baisse les yeux. Que savent-ils au juste? Ces hypothèses de théorie des jeux la stimulent autant qu'ils la frustrent. Je dirais que si Denise n'a pas rêvé toute l'histoire, il ne pouvait s'agir que d'une des femmes venues de l'extérieur. Vous-même, vous n'avez rien entendu cette nuit-là? Le regard de Maud se porte sur l'unique fenêtre. Bien sûr, la veille. Quand Denise les a confrontés, elle s'est posé la question. Mais cette nuit-là, celle du gros orage, tout ce qu'elle avait entendu, c'était un homme à qui elle n'inspirait plus que de la tendresse, lui donner une grande preuve d'amour. Après la partie de Time's Up, Georges et elle s'étaient retrouvés dans leur chambre. Il s'était mis au lit, avait échaussé ses lunettes et attrapé le canard enchaîné sur la table de nuit. Maud, elle, était restée adossée à la porte. Après un moment, il avait tapoté le drap et lui avait demandé si elle comptait passer le reste de la nuit debout. « Est-ce que tu as réfléchi ?» lui avait-elle demandé. Georges avait nettoyé ses lunettes avec son t-shirt. « Tu es sûr de vouloir parler de ça maintenant ? Mais tu veux qu'on en parle quand, au juste ? Tu crois qu'on a le temps de tergiverser ? Les jumelles de Clémence seront majeures l'hiver prochain, bon sang. » Justement. Écoute, quand on s'est lancé là-dedans, on avait 5 ans de moins. Aujourd'hui, on a peut-être passé l'âge de pouponner, non ? Tu réalises que ça représente de se lever 3 fois par nuit, de changer des couches dégueu, de tapoter un chiard pour qu'il rote ? Bon sang, Maud,
Tu viens de fêter tes 40 ans et j'approche des 50. Pour les nuits, on a les moyens de se faire aider. Et puis, c'est fréquent de nos jours d'avoir des enfants sur le tard. Écoute, tu ne peux pas dire que je n'y ai pas mis du mien. On s'est tapé tout un parcours de PMA, avec piqûre dans le ventre, prise de sang, traitements hormonaux et tutti quanti. À un moment, faut savoir renoncer. Si mes souvenirs sont exacts, c'est moi qui ai subi les piqûres dans le ventre, les traitements hormonaux et les prises de sang. Désolé si éjaculer dans un gobelet n'est pas le comble du glamour, mais en comparaison, ça n'a pas l'air si terrible. Si tu veux vraiment qu'on ait cette conversation, pour l'amour du ciel, ferme au moins les vitres. Maud s'était dirigée vers la fenêtre. Elle avait aperçu Édouard de dos, au bord de la piscine, qui fumait une cigarette. Elle s'était demandé s'il avait pu les entendre. Elle avait fermé l'espagnolette et s'était assise sur le lit. « Je suis passée au laboratoire avant de partir. Un seul ovule a survécu. Il ne peut y avoir qu'une tentative, c'est quitte ou double. » Peu après son 30e anniversaire, les médecins avaient diagnostiqué à Maud une tumeur au sein. Son analyse avait pris plusieurs semaines. Dans l'éventualité d'un traitement de chimiothérapie, le premier réflexe de Maud avait été de procéder sans attendre à un prélèvement et une congélation d'ovocytes. L'excroissance s'était en fin de compte révélée bénigne, et Maud avait presque oublié qu'elle avait pris cette précaution. Précaution qui aujourd'hui, en raison d'une réserve ovarienne proche de 0, représentait sa dernière chance de devenir mère. Peut-être que la procédure d'adoption va finir par aboutir. Il faut qu'on soit patient. Ça fait des années qu'on attend Georges. J'ai arrêté d'y croire. Maud, je sais que tu as du mal à gérer l'incertitude, mais... Alors, toi aussi, tu me vois comme une machine qui veut tout contrôler ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, peut-être qu'on aura un enfant naturellement, ou peut-être qu'on en adoptera un. Mais se relancer dans un processus médical, là, tu vois... Il avait poussé un soupir, et s'était massé les tempes, vaincu déjà, avant d'avoir livré bataille. Une seule tentative ? Une seule. Ça ne te prendra qu'1 heure ou 2. Je veux pouvoir me dire qu'on aura tout essayé. Ce n'est pas une question de temps, Maud. C'est juste que... Quoi ? J'ai peur que tu sois déçue une fois de plus. Ça me regarde. Avec douceur, il lui avait rabattu la frange en arrière. Ok, on essaye. Les yeux de Maud se portent à nouveau sur Hamelin. Depuis combien de temps était-elle perdue dans le dédale de ses souvenirs ? Je regrette. J'ai le sommeil lourd, je n'ai rien entendu. Mais je maintiens que vous faites fausse route. Non seulement Denise n'avait pas de raison de tuer son Édouard, mais en plus, elle a un alibi en béton armé. « Je suis preneur, » annonce Hamelin. « Vous avez déjà cuisiné un ossobuco ? Des cannelés ? Un gratin d'écrevisses ? Moi non plus. Mais je sais que ce sont des plats interminables à préparer. Je ne vois pas comment Denise aurait pu s'éloigner 1 seconde de ses fourneaux, encore moins pour aller perpétrer un meurtre. Parlons de votre alibi à vous. Vous êtes arrivé à quelle heure chez les Schaeffer ? Quelques minutes avant 19h, j'étais la première. Et avant, vous étiez au bureau ? J'en suis partie aux alentours de 18h. Je suis passée chez un fleuriste de la rue de Tolbiac. Je voulais amener une plante à Denise. Mais rien ne me tentait. Des chances qu'on vous y reconnaisse ? Ça m'étonnerait, il y avait du monde. Et ensuite, mon smartphone m'indiquait que les grands axes étaient bouchés, j'ai pris le métro. Quel itinéraire ? Maud répond sans hésiter. Ligne 14 jusqu'à Saint-Lazare, puis la 3 jusqu'à Malesherbes. Allons, commandant. Quoi ? Admettons que j'ai tué Édouard. Vous croyez vraiment que je n'aurais pas préparé la réponse à cette question ? Alors, fit Hamelin à Martens après le départ de Maud. C'est une cérébrale, répondit le lieutenant d'une voix approbatrice. Pas le genre à se trahir lors d'un interrogatoire sommaire. Je crois qu'elle ferait un bon flic. Ce n'était pas un entretien d'embauche. Autre chose, ajouta Hamelin, alors que Martens s'apprêtait à quitter la pièce. Je vais aussi en faire la remarque à Thibault. Je ne sais pas ce que vous fricotez tous les deux, mais ça ne franchit pas le seuil du 36. Mardi, 19h05. Vers 19h, Hamelin fut convoqué dans le bureau du divisionnaire. Dacosta n'était pas prêt à se passer de point d'étape et voulait savoir ce qu'Abel avait appris dans la journée. Entre autres choses, lui répondit Hamelin, que l'une des 4 femmes avait été informée des soupçons qui pesaient sur elle. Il laissa passer un silence. Dacosta lui demanda lequel de ces hommes avait pu commettre pareille indiscrétion. Abel rétorqua que l'information venait d'en haut, ce qui dédouanait ses subordonnés. Dacosta hocha la tête, en homme nullement concerné. Hamelin lui fit un bref résumé des entretiens et lui communiqua un exemplaire des dépositions. Il devait procéder à des vérifications, mais il était quasi certain que toutes, à l'exception peut-être de la veuve, lui avaient menti.
Côté alibi, aucune des 4 ne semblait en avoir un pour l'heure présumée du meurtre, même si, pour Denis Schaeffer, il paraissait plus compliqué de l'avoir commis. Un nouveau round d'interrogatoire se tiendrait le lendemain pour approfondir les témoignages de la journée. D'ici là, il avait bon espoir d'obtenir le rapport de l'identité et celui du légiste. Dacosta hocha à nouveau la tête et congédia Hamelin, qui ne demandait pas mieux. De retour à son bureau, il convoqua son groupe, fit une session de débriefing et distribua les tâches pour la soirée. Dans le but de creuser la piste mafieuse, il tenta, en vain, de joindre le commissaire Santoni à Nice, et lui laissa un message avant de se replonger dans la lecture des dépositions.